Bonjour. Pendant cette crise du Covid, la question de l'immobilier est toujours plus d'actualité. Comment et où se loger au Pays Basque? Telle est la question de cette rencontre. Mais tout de suite, on va écouter des habitants de ce Pays Basque qui témoignent. La benne, il n'y a plus 1 centimètre de forêt. Du moment que vous allez contre la nature, c'est fini ça. On ne peut pas aller contre la nature. Moi, vous savez, je vais vous dire vite fait, quand j'ai construit une première maison dans les montagnes à Asquin, il n'y avait pas de tout à l'égout. On nous demandait de faire une zone d'épandage, les services de l'État qui nous demandaient une zone d'épandage. Et on ne devait pas la fermer tant qu'ils ne venaient pas voir. Mais le paysan, il me dit, l'eau, elle n'ira pas là où il veut, elle ira là où elle veut, elle, l'eau. Et il avait complètement raison. Il faudrait éviter que piquer des terrains aux agriculteurs déjà. Dans Anglette, ça construit partout, il y a un minimum de place. Alors forcément, les sols en prennent un coup, j'imagine, quoi. Parce qu'il faut, au bout d'un moment, il va falloir arrêter de construire. Parce que là, on n'arrête pas de bétonner partout, on est en train de détruire toutes nos forêts, on n'a plus d'espace vert, ça devient du béton partout. Oui, dans l'ensemble, dans le coin, ils font quand même assez attention à l'écologie puis à l'environnement. De toute façon, on le voit, ils font beaucoup de véhicules électriques. Ils avaient mis cet été les pistes cyclables qu'ils enlèvent parce qu'elles sont un peu dangereuses. L'initialisation des sols, le problème il réside dans l'urbanisation en règle générale. Au jardin, on peut récupérer les eaux de pluie, il y a des solutions. Les pesticides, moi j'éviterai, ça c'est sûr. Moi j'ai un jardin là-bas, là où je suis, qui est bio. Je mets du fumier, parce que j'ai un âne là-bas, je mets du fumier d'âne et puis je ne mets pas aucun autre engrais. Les prix ne sont pas abordables, ça revient comme un leitmotiv dans ce récompte de l'immobilier, mon cher Pierre Sabatier. Vous nous recevez d'ailleurs dans de magnifiques locaux, il faut le signaler, nouvelle agence Sud-Ouest à Bayonne. J'ai cru à un moment que c'était votre appartement, ce n'est pas encore le cas. J'aurais aimé, mais non, j'ai pas ces moyens-là. En tout cas, merci de votre accueil. On va présenter nos invités. Juste aussi rappeler qu'on va débattre pendant 30 minutes de la transition écologique, sujet ô combien d'actualité. Est-ce un frein ou un moteur pour l'aménagement et pour l'immobilier? On va en parler donc avec Sébastien Labourdette, Pierre, qui est... Oui, c'est le nouveau président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics des Pyrénées-Atlantiques. Benoît Cossade, directeur de Solia, un opérateur de l'amélioration de l'habitat. Monsieur Frédéric Bedbédé, vous êtes directeur de l'innovation à Nobatec, qui est le centre, on va dire, de l'innovation du bâtiment à Anglette. Bertrand Bourrus, bonjour. Vous êtes le président du COL pour Comité ouvrier du logement. Comme son nom l'indique, c'est un bailleur social et c'est ô combien important. Et il est évidemment hors de question de ne pas parler de transformation énergétique dans vos logements. Avec vous, Jean-René Etchegaray, président de la communauté d'agglomération Pays Basque et maire de Bayonne. Merci à tous d'être là. J'allais faire un lapsus. Désolé de ne pas avoir de femmes. C'est pour ça que j'étais un peu emballé par mon enthousiasme. On le signale à chaque fois parce qu'on veut dire que ce n'est pas un choix de la rédaction, mais c'est simplement représentatif des décideurs dans ces entreprises que nous sommes ravis toutefois d'accueillir. Première question justement, puisqu'on parle d'évolution et qu'on fera un autre débat d'ailleurs, Pierre, sur la parité. Peut-être c'est un bon sujet. Concernant justement Sébastien Labourdette, vous êtes, vous, aujourd'hui, en train de regarder attentivement ce plan de relance gouvernemental qui fait la part belle, entre autres, à la transition écologique. Vous êtes aussi assez vigilant pour rappeler ici, et vous allez nous dire pourquoi il ne faut pas louper le train, c'est votre expression, en quoi c'est le moment et pourquoi il faut y aller maintenant. Bien, tout d'abord, le BTP fait face à la crise comme tous les secteurs d'activité. Nous avons passé 4 ou 5 mois très compliqués sur l'adaptation de la vie des chantiers après le Covid, post-Covid. Le 3 septembre dernier a été annoncé le plan de relance massif qui concerne une part belle au BTP en général, puisque pour ce qui est de notre sujet, il consacre 7 milliards d'euros à la rénovation énergétique. Donc quand je dis que le train ne passera qu'une fois et qu'il faut se saisir de cette opportunité, parce que pour nous, il s'agit bien d'une opportunité bien présente devant nos yeux. Il s'agit aussi de le saisir maintenant puisque les délais sont courts. On va rentrer dans le détail, hein. Je crois qu'il y a carrément des dates qu'il faut fixer avec le calendrier. Il y a effectivement des appels à projets qui ont été lancés par le gouvernement dont les dépôts de candidature sont en cours jusqu'à environ fin novembre. Monsieur Bedbédé, vous êtes donc à Nobatec. La transition écologique, on ne peut pas la faire sans innovation. Qu'est-ce que vous travaillez à Anglette et qu'est-ce que vous pouvez apporter qui peut être compatible avec le plan de relance du gouvernement? Alors ça a été dit, c'est vrai que le plan de relance va axer beaucoup de son action autour de la question de la rénovation énergétique. C'est un sujet sur lequel clairement on est en retard. Juste pour vous donner quelques chiffres, on rénove à peu près en France 300 000 logements par an sur un parc de 35 millions de logements.
Et sur ces 300 000 logements, il y en a à peu près 8% qui ont un vrai impact sur la question de la rénovation énergétique. Donc clairement, c'est un gros enjeu. Il y a du travail. Il y a un gros travail et donc du coup, il y a de très belles opportunités. C'est ce que disait Monsieur Labourdette tout à l'heure. Donc nous, en termes d'innovation, je ne vais pas toutes vous les détailler parce qu'on va y passer 4 heures et je crois que c'est pas le but, mais on peut prendre un ou deux exemples, c'est pas mal. Ouais. Juste vous dire que l'innovation ne sera clairement pas que technologique. Évidemment, on peut travailler sur des solutions de rénovation par l'extérieur de bâtiments, de solutions qui sont préfabriquées en usine, qui sont poussées sur les bâtiments pour aller vite et maîtriser la performance. Mais je crois que ce qui est surtout très très important, notamment quand on parle de logement, c'est aussi la question de remettre l'usager au cœur de la rénovation et de l'impliquer dans ces travaux de rénovation pour qu'il comprenne la portée, pour qu'il se les approprie. Pourquoi pas réaliser une partie des travaux en auto-réhabilitation qu'il fera lui-même, etc. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler plus, mais le spectre est très très large. Vous voulez dire que tout un chacun peut réparer sa passoire thermique ? Oui, alors à modeste mesure, parce que ça reste quand même des travaux techniques sur lesquels on a besoin d'entreprises et d'artisans qui sont qualifiés. Mais juste pour vous citer l'exemple de l'autoréhabilitation, des concepts auxquels on réfléchit, c'est de dire on va essayer de travailler l'extérieur du bâtiment, l'enveloppe avec des concepts industrialisés, donc là qui sont réalisés par des entreprises qualifiées. Par contre, c'est très compliqué de rentrer dans les logements, notamment en logement social, quand on veut faire des travaux de rénovation énergétique. On peut se dire, peut-être qu'une partie de ces travaux peut être faite par l'occupant lui-même, voilà, en étant accompagné, évidemment. Alors justement, le logement social, Bertrand Brus, je vous propose de prendre le micro. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque c'est notre question, frein ou moteur, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le moment, comme le disent vos voisins, pour aller faire des travaux importants en matière de transition écologique dans les logements qui existent déjà, ou est-ce qu'on est obligé de passer à ceux qu'on va construire ? Alors, tout d'abord, merci de votre invitation. Ce que je voudrais dire en préalable, sans vouloir être trop présomptueux, mais c'est que les organismes HLM ont depuis longtemps travaillé à l'isolation de leurs bâtiments. Aujourd'hui, on est nettement plus avancé que le parc privé et que les passoires thermiques du patrimoine HLM n'existent quasiment plus ou n'existeront plus dans quelques mois. Donc là, on parle bien du bâti existant qui est déjà transformé. Et puisque c'est notre question, est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est une façon de développer de nouvelles constructions que justement de passer à la transition énergétique ? Bien sûr, bien sûr. Donc, et nous travaillons d'ailleurs en étroite collaboration. Nous avons des programmes de recherche et de développement avec Novatec sur des constructions en basse consommation ou en très basse consommation, voire en énergie positive. Donc, nous travaillons beaucoup là-dessus. Ce que je voudrais dire aussi, et pour faire peut-être le lien avec la table ronde précédente, c'est que la transition énergétique, elle est aussi liée à l'urbanisme et au logement qui peut être construit dans des zones où il y a des besoins. Et le président Etchegaray disait tout à l'heure que ce n'est pas le volume de construction, mais la destination de ces logements qui est importante. Juste une précision, Bertrand Brus, puisque vous en parlez, effectivement, on est sur une série de 3 émissions. Vous pouvez les retrouver évidemment toutes sur Internet. Et pour ceux qui auraient loupé les épisodes suivants ou les précédents, vous pourrez retrouver vos allusions. Moi, je voulais qu'on rentre dans le détail. Ils sont en train de nous dire, est-ce que vous êtes en train de nous dire quand même quelque part, ils ont envoyé un message à l'élu qui est là, qu'on peut aller faire du logement social dans des centres-bourgs, en tenant compte justement de cette transformation énergétique? Est-ce qu'on n'a pas là des logements et un gisement de logements à conquérir? Bien sûr, je crois que la communauté d'agglomération en est largement convaincue. Et nous sommes, je pense qu'il n'y a pas d'exclusive, à savoir qu'il faut faire des logements avec une certaine densité et à un prix abordable dans les zones tendues. C'est évidemment une solution. Et il faut également reconquérir des centres-bourgs. Et pour ce faire, je crois que Benoît Caussade en parlera mieux que moi, mais pour ce faire, la réhabilitation des centres-bourgs est une des solutions qui est liée à la densité d'ailleurs. Si on ne doit plus artificialiser les sols, c'est la reconquête des centres-bourgs qui trouvera la solution. Justement, Benoît Caussade, on parle de reconquête des centres-bourgs. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal quand on entend après le Covid que tout le monde veut sa maison avec son jardin ?
C'est pas un paradoxe, je vous vois gêné, mais c'est Non, pas non, un non, paradoxe. c'est-à-dire que la question, elle est vaste. C'est-à-dire que la crise du Covid, certes, ça a fait remonter des besoins particuliers de gens qui souhaitaient plus d'espace, une pièce de plus, de l'espace, enfin un jardin, etc. Mais il faut savoir qui peut se le financer, ça. Nous, on travaille quand même sur des populations qui sont majorité, pas forcément en difficulté, mais en tout cas en difficulté peut-être d'accès économique au logement. Et là, ici, on est vraiment en situation difficile pour ces populations-là. Alors, par rapport à la remarque de M. Bourrus, c'est l'enjeu de la transition énergétique. Nous, effectivement, on ne le dissocie pas, nous, de l'enjeu du renouvellement urbain, que ce soit en centre-ville et centre-bourg. Donc ça, c'est des questions aussi importantes pour l'élu que vous êtes, M. Etchegaray, et pour l'ensemble des élus du Pays Basque. Après, il y a aussi la question, vous allez peut-être poser la deuxième question, c'est transition écologique, énergétique, plan de relance, etc. Il faut se méfier aussi des plans de communication, quand même. Il y a quand même une grosse communication qui est faite là-dessus. On retrouve des budgets qui ne sont pas sur le parc privé, je parle, on va en parler tout à l'heure peut-être, qui ne sont pas forcément à la hauteur des enjeux. Et puis il y a la grande question de l'accompagnement et du conseil des ménages. Soyez plus précis, si je puis dire, sur l'accompagnement des ménages. Ça veut dire quoi? Mais on sait très bien que les masses d'investissement qui ont été faits à travers du crédit d'impôt ces dernières années, des travaux qui ont été faits, déclarés, crédit d'impôt qui a fonctionné, pas de contrôle des travaux. C'est comme ça, le système était comme ça. Donc ça veut dire que les rapports de l'ADEME, quand même, au niveau national, ils pointent quand même une insuffisance d'atteinte des performances énergétiques. Je parle toujours de l'ancien, moi, dans l'ancien. Et donc il y a nécessité de lancer des dispositifs de conseil aux ménages. Alors ces dispositifs, si j'ai une minute, ça existe jusqu'à présent à travers les espaces info-énergie. Donc c'est l'ADEME qui finançait ça, les collectivités également, qui vont s'arrêter cette année et qui vont l'année prochaine, en tout cas sur le Pays Basque, il y a une plateforme énergétique qui va être portée par Solia en partenariat avec la communauté d'agglomération. C'est du conseil gratuit aux ménages indépendants, le conseil, pas les ménages, du conseil indépendant gratuit pour les ménages en matière de transition, de rénovation énergétique, parce que c'est quand même un maquis de dispositifs qui sont complètement enchevêtrés, personne n'y comprend rien dessus. Concrètement, j'ai une propriété que je veux réhabiliter, ou en tout cas voir si je peux faire des travaux dedans. Je viens voir cette structure très prochainement, j'ai bien compris. Oui. Et je repars avec les réponses à mes questions et peut-être des financements, ou le financement n'est pas votre souci. Oui, il y aura des clés en matière de financement, c'est-à-dire de l'aide du conseil. Mais ensuite, c'est quand même du conseil qui est neutre. Et ça, c'est très important parce qu'il y a un démarchage qui est complètement abusif actuellement de tous les ménages. Et les grands oubliés quand même dans ces plans de transition, développement de transition énergétique, c'est quand même les locataires. Apparaît dans le parc social, dans le parc privé, les locataires, c'est quand même un peu les laissés. Justement, puisque vous connaissez bien le territoire et ses logements, comment vous qualifieriez l'état des lieux, on va dire, des bâtiments anciens dans les centres-bourgs du Pays Basque? Est-ce qu'il y a une homogénéité? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est vraiment en mauvais état, d'autres mieux? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de travail, je sais pas, sur la côte que sur l'intérieur ou l'inverse? Oui, alors la réponse, elle aussi, elle est difficile. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des contextes particuliers. Mettons le centre-ville de Bayonne. C'est quand même des coûts importants de par la valeur patrimoniale, de par la densité aussi de l'existant, là, qui explique des coûts très importants de rénovation. Mais de façon globale, je pense que la rénovation énergétique et la rénovation globale, tout simplement, parce que quand on rénove forcément aussi de façon énergétique, elle est handicapée par des coûts de travaux qui sont très importants par rapport à la construction neuve. Et c'est un des enjeux, je pense, de la communauté d'agglomération aussi, c'est comment on peut inciter à rénover, à réhabiliter du logement en centre-bourg, centre-ville. Justement, Jean-René Etchegaray, et je viens vers vous après. Jusqu'où va le rôle de la collectivité pour aller, j'ai envie de dire, à la reconquête? On ne va pas refaire ici, en un seul débat, les trois qui nous animent avec Sud-Ouest et Pierre Sabatier et ses équipes en ce moment sur cette thématique du logement. Mais on sait que vous avez un secteur très tendu. Est-ce que c'est vraiment cette solution? Et est-ce que vous
embrasser cette réponse que de dire oui, on va aller reconquérir les centres-bourgs, on va faire des logements qui seront réhabilités, qui vont coûter moins cher à chauffer, et on va mettre des gens dedans. Est-ce qu'on va y arriver comme ça? Écoutez, il faudra bien travailler dans cette direction, ne serait-ce que parce qu'on nous dit qu'il faut artificialiser les sols le moins possible. Et je ne vois pas comment on pourrait aboutir au résultat de zéro artificialisation, on en parlera peut-être tout à l'heure, si effectivement on ne reconstruit pas le bourg dans le bourg comme on reconstruit la ville sur la ville. Et nous avons au Pays Basque, et on a fait un repérage récemment de beaucoup de corps de bâtiments qui sont quelquefois importants, qui sont à l'abandon pour certains, qui sont souvent aussi dans une situation d'indivision. Et grâce à l'établissement public foncier local, qui est notre organe de portage foncier, nous tentons de repérer ces immeubles pour voir comment on peut effectivement créer du logement dans ces bâtiments, voire même quelquefois, puisqu'on est en centre-bourg, en rez-de-chaussée des activités commerciales ou des activités de service. C'est notre travail. Donc oui, bien sûr qu'il faut travailler sur les bâtis existants, d'autant plus que ces bâtiments, c'est quelquefois aussi du patrimoine. Ce sont des bâtiments du 19e ou du début du 20e siècle qui méritent bien sûr une rénovation. Et d'ailleurs, il y a un spécialiste ici du bâtiment qui le dirait mieux que moi, mais dans le centre historique bayonnais, où on a bien sûr des problèmes de rénovation thermique importants à faire, on a quand même une forme d'inertie en matière énergétique que tous les spécialistes revoient ou reconnaissent, et qui fait que c'est pas si dur que ça de venir en réhabilitation du centre ancien, et je serais tenté de dire du bourg ancien aussi, parce que ce sont des bâtis qui datent d'une période où les murs étaient plus épais que ceux qu'on a construits depuis les années 60 ou 70. Donc on a un travail à faire là-dessus, et sans doute que grâce au plan de relance, et on en parlera certainement tout à l'heure, il y aura lieu de se saisir de cet outil financier pour faire relancer un certain nombre d'opérations dans les centres-bourgs. Un petit mot, artificialisation des sols, c'est un sujet qui vous est cher, et vous faites partie des élus qui justement se battent contre le 0%, on va y revenir. Est-ce que c'est quand même une façon de décider des nouveaux élus, des élus qui sont peut-être plus protecteurs de l'environnement qu'on l'a été dans d'autres générations, d'aller chercher des logements plutôt que de construire du pavillon, ou est-ce que c'est complémentaire l'un de l'autre? Quel est votre regard? Tout ceci est complémentaire, mais il ne faut surtout pas penser que parce que nous, on se bat contre le dogme, parce que c'est une doxa quasiment, zéro artificialisation, c'est pas parce qu'on se bat contre ce dogme-là qu'on est en train de dire qu'on construit partout, pas du tout. Moi, je suis un adepte d'une forme de densité raisonnée. Donc, quand on peut construire d'une manière relativement dense, eh bien, il faut le faire. C'est mon sentiment. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on sort des prix de foncier, et les promoteurs publics ou privés le savent parfaitement bien. Mais par contre, il faut savoir mixer tout ça. Il faut savoir mixer tout ça. Il y a des fois où il faudra effectivement, ne serait-ce que pour permettre à un village, j'ai des tas d'exemples en tête, de 200 ou 300 habitants qui veulent éviter la fermeture d'une classe, il va falloir recevoir de la population. Parfois, on pourra le faire dans des bâtis existants. Parfois, il faudra faire une extension de l'urbanisation. Et ça ne me paraît pas être quelque chose de grave ni de dangereux. Mais ça va contre une forme de doxa nationale. Si je comprends bien, Sébastien Labourdette, il y a du travail pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics. Alors, parfaite transition, puisque ce sujet s'insère parfaitement dans un des volets du plan de relance, puisque environ 650 millions d'euros sont destinés à la lutte contre les artificialisations de sol et à l'aide aux collectivités locales pour pouvoir remettre ces friches industrielles dans certains cas en état et réutiliser certains endroits de la ville, souvent denses, pour les déconstruire et voire refaire des bâtiments en lieu et place. Donc c'est quelque chose qui a été inscrit dans le plan de relance et qui devra être utilisé, à mon avis, en premier lieu dans des zones à forte densité. C'est le cas particulièrement de la zone Bayonne, Anglette, plutôt BAB sur la côte littorale, puisque nous parlons à l'échelle du Pays Basque et que la problématique n'est pas la même en Pays Basque intérieur comme elle peut l'être ici, sur la zone BAB particulièrement. Je crois que les chiffres population parlent d'eux-mêmes, puisque je crois que sur la commune de Bayonne, vous avez peut-être 10 000 habitants en plus sur les 10 dernières années, Anglette peut-être 7 000. Donc effectivement, ces chiffres parlent d'eux-mêmes et génèrent derrière des problématiques qui font qu'à un moment donné, le territoire devient saturé.
Alors justement, sur ces problématiques, Bertrand Bourru, je vous avais promis la parole tout à l'heure. J'ai une question. Jusqu'où on peut aller faire du logement social? On va pas revenir sur le débat des Gilets jaunes qui a mis en avant effectivement la difficulté qu'ont certains couples de faire 40-60 km aller-retour de voiture. C'est déjà le cas. On en parlait avec Pierre Sabatier dans le supplément que Sud-Ouest publie ces jours-ci. Il y a évidemment dans les témoignages tout à l'heure plein d'exemples de ces couples qui sont obligés d'aller habiter plus loin et donc dépenser plus. Pour du logement social, on peut aller jusqu'où par rapport à cette frange côtière? Alors on peut aller, il n'y a pas de limite. Je ne vois pas pourquoi il n'y a on pas se de limite, fixerait. mais l'offre et la demande n'est peut-être pas forcément la même. Je ne vois pas pourquoi on se fixerait les limites. Je voudrais juste revenir sur un point, c'est que sur la reconquête des centres-bourgs comme des centres-villes, n'excluons pas la déconstruction-reconstruction. C'est-à-dire qu'il y a aussi des possibilités en la matière de faire des logements de très grande qualité en déconstruisant et en reconstruisant. Et je pense que c'est aussi une des solutions. Je pense que M. Labordette est d'accord avec vous, mais je voudrais avoir une réponse sur jusqu'où peut-on aller avec le logement social entre offre et demande. Jusqu'où on peut aller. Ma réponse, c'est qu'il n'y a pas de limite tant qu'il y a de la demande. Donc voilà. Donc effectivement, il y a des villages, des centres-bourgs où la demande est assez compliquée à évaluer. Parce que la demande, elle se formule dans plusieurs communes à la fois et on cumule des demandes, des mêmes demandes souvent dans les fichiers de demandeurs. Donc, mais ceci dit, nous construisons aussi dans des centres-bourgs, etc., et même de l'accession à la propriété à l'intérieur du Pays Basque. Par contre, il y a des zones comme la Soule qui sont plus compliquées à appréhender par rapport à la demande de logement, même de logement social. Ceci dit, il y a un sujet qu'il faut aborder par rapport à la demande de logement social, qui est le sujet des personnes âgées. Et le sujet des personnes âgées est un des sujets qui peut lier effectivement une demande sociale avec un rapprochement dans les centres-bourgs où ils trouvent des services. Et je pense que là, il y a un vrai sujet, une vraie solution pour la production de logement social. Justement, par rapport à cette particularité que peut offrir ce marché des personnes âgées, est-ce qu'on peut avoir une réponse, je veux dire, technologique en matière d'innovation pour avoir des logements qui soient plus destinés à ce public? Et est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui va proportionnellement en matière d'innovation avec la demande de ses clients? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la réponse ne peut pas être que technique et technologique, clairement. Oui, mais elle l'est quelquefois parce qu'on en a besoin. Il faut qu'au bout de la chaîne, elle soit technique Exactement. et technologique. Et clairement, la question des personnes âgées, mais ça vaut aussi pour les jeunes ménages, pour les primo-accédants, etc., ça doit aussi nous inciter à revoir la manière dont on produit du logement. Sur la question des personnes âgées, il y a une question sur le maintien à domicile, les solutions pour pouvoir faire que les appartements qu'on construit, qu'on rénove aujourd'hui, puissent devenir adaptables à terme. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et des solutions, il en existe plein. Mais je pense que pour revenir un petit peu en arrière, et désolé, je me détourne un peu de votre question. Non, mais on va y revenir, allez-y, bien sûr, voilà. C'est le but du débat. Il y a un sujet, on parle depuis tout à l'heure beaucoup d'énergie, et c'est très important, mais il ne faut pas qu'on oublie quelque chose, c'est la question du carbone. Parce que notre filière BTP dans son ensemble, elle est responsable d'à peu près 30% des émissions de carbone au niveau national. Donc clairement, on va nous en demander beaucoup pour baisser cette consommation-là. Et ce qui nous attend demain, c'est oui, faire des bâtiments qui soient basse consommation en énergie, mais aussi faire des bâtiments qui soient bas carbone. Et ça, mine de rien, c'est un changement de paradigme. Et je crois que pour nous tous, enfin tous acteurs de la filière, c'est une vraie opportunité à saisir parce que ça va nous inciter à imaginer un bâtiment pas uniquement en parlant d'énergie, mais aussi en regardant la question des matériaux qui le composent, les matériaux d'origine naturelle, les matériaux biosourcés. Pourquoi pas intégrer des matériaux renouvelables? En termes de politique urbaine, forcément, quand on va raisonner un bâtiment, on va aussi raisonner sur, par exemple, la question des déplacements des utilisateurs. Donc, le bâtiment, en fonction de où est-ce qu'il se situe sur le territoire, va avoir un impact. Donc voilà, c'est quelques exemples, mais ça, mine de rien, c'est juste à titre d'information, c'est une nouvelle réglementation qui devrait apparaître mi-2021 où tous les bâtiments neufs devront être énergie positive et bas carbone. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme, mais je crois que ça va tous nous tirer vers le haut, j'espère. Sébastien Labourdette et puis aussi l'opérateur de logements sociaux, est-ce que ces bonnes décisions, ces directions qu'on est en train de prendre aujourd'hui, c'est quand même des surcoûts? Et comment on va assumer ces surcoûts demain, aussi bien pour le privé que pour le collectif en logement social? Comment on l'intègre?
Alors pour ma part, effectivement, la rénovation énergétique va forcément générer quelques surcoûts au niveau de l'investissement. Pour autant, je pense que c'est aussi changer nos méthodes de consommation, changer nos habitudes, passer sur des temps nouveaux. On peut toujours considérer que les logements vétustes que l'on a encore dans nos parcs feraient l'affaire pour un certain public. Je pense qu'il faut de façon définitive passer sur une autre ère. Je ne mettrai pas que le coût du logement et le surcoût dans la balance, j'y mettrai aussi le fonctionnement et ensuite le coût que met chaque foyer ensuite dans le coût et le paiement de l'énergie qui leur permet de se loger dignement, de se loger dans des conditions de confort normales. Donc je crois qu'il faut additionner l'investissement et ensuite le coût de fonctionnement de ces logements. Juste un petit mot peut-être, Pierre, on va y revenir, mais je sais qu'il y a une expression qu'on doit justement à Bertrand Bourrus qui est raisonner en coût évité. J'aimerais bien qu'on parle de ce raisonnement en coût évité. Alors, je vais quand même rendre à César ce qui est à César et à Benoît Caussade ce qui est à Benoît Caussade, parce que cette expression est de lui, alors je lui cède la parole. Mais comme il vous cite régulièrement, on l'a cité chez lui. Merci. Oui, je ne suis pas le seul à parler de coût évité. Moi j'en parle à chaque fois sur le... D'abord, il ne faut pas opposer effectivement construction et réhabilitation. Construction neuve et réhabilitation, on a besoin des deux. J'ai entendu parler, la doxa, etc. Effectivement, il ne faut pas aller trop loin dans l'un sens ou l'autre. Quand je parle de coût évité, c'est parce qu'en tant qu'opérateur, quand on monte une opération de réhabilitation, on souffre effectivement au niveau du bilan financier de surcoût par rapport à de la construction neuve. C'est plus cher de réhabiliter. Et de réhabiliter correctement, c'est plus cher que construire. Mais ce que l'on ne met pas en face des coûts de réhabilitation qui sont supérieurs, c'est en fait ce qu'on appelle les coûts évités, c'est-à-dire le foncier non consommé. Des réseaux de transport qu'on utilise, des réseaux de voirie qui existent, de l'assainissement, etc. C'est ça qu'on appelle. Et moi, je voudrais que quand on fait vraiment des propositions d'intervention, on puisse raisonner avec les financeurs en disant, certes, ça coûte un peu plus cher peut-être de réhabiliter, mais qu'est-ce qu'on évite à côté? Et de ne pas consommer du foncier, c'est un prix, vraiment, il faut donner une valeur à ça, sans faire non plus d'acharnement là-dessus, quoi. Pour le représentant de l'agglomération que vous êtes, ça fait peut-être cette stratégie-là moins de coûts pour la collectivité, puisqu'il y a moins d'équipements à produire que si on construit. Bien sûr, on a vécu ici, vous savez, depuis les années 60, ce phénomène qu'on a appelé l'étalement urbain. C'est cet étalement urbain qui est à l'origine de bien de nos difficultés, puisque on s'est rendu compte, à force de créer des lotissements à 10 km, 15 km, 20, 30 et 40 km du cœur de ville, eh bien que tout simplement il a fallu faire des routes, puis ensuite il a fallu faire des crèches, et que bien sûr lorsque on n'avait plus besoin de ces crèches parce que la population elle vieillit aussi, eh bien on se retrouvait devant des difficultés énormes. Donc en fait il y a effectivement, et M. Caussade a complètement raison de le dire, de voir ce qu'on évite. Effectivement par les décisions que l'on prend. C'est pour ça que ce sont avant tout des questions d'aménagement. Il faut se poser des questions en termes d'aménagement, voire faire entrer dans le dispositif l'ensemble des éléments pour comprendre in fine quelle est la meilleure solution. Et si ça passe, et M. Caussade a raison de le dire, par le fait de pouvoir étendre l'urbanisation sur quelques milliers de mètres carrés, voire peut-être de hectares autour d'un bourg, parce qu'il y a de la cohérence, eh bien, pourquoi ne pas le faire? Et là, c'est là qu'il faut éviter toute forme de dogmatisme sur ce type de sujet. Oui, je vais revenir vers vous tout à fait. Juste une question à M. Labourdette, parce que là on est dans le concret, on a des exemples qui arrivaient à l'instant. Il y en a un autre dont on n'a pas parlé encore, c'est carrément sur les déchets de construction. Je sais que c'est un sujet qui est cher au BTP, toujours dans cette volonté de transition énergétique. C'est les déchets inertes que vous en produisez, et aujourd'hui on a un souci ici sur le territoire au Pays Basque, c'est que vous ne savez pas trop où vous pouvez les entreposer. Expliquez-nous la problématique, on va voir si elle est partagée et ce que répondent les élus. Alors quand vous dites que le sujet des déchets du BTP est un sujet qui m'est cher, je crois qu'il est cher pour tout le monde, parce qu'au sens propre comme au sens figuré, c'est un sujet majeur. Monsieur Tchegaray a raison de le souligner, quand on parle de densification et de déploiement de ces zones urbaines à plusieurs kilomètres, je rectifierai un de vos propos. Nous ne sommes pas producteurs du déchet, c'est mon collègue de gauche qui l'est, puisque ce sont ou les collectivités locales qui sont propriétaires du déchet dans le cadre de la commande publique, ou mes amis d'en face qui sont promoteurs privés, au public, qui le sont aussi au titre des projets qu'ils déploient. En tout cas, à un moment où vous transportez ces déchets-là, vous n'avez pas où les en transporter. Alors, la question.
Effectivement, alors on devient otage de la situation, puisqu'à un moment donné, on a un client qui nous dit on voudrait faire un projet à tel endroit, on doit terrasser 20 000 mètres cubes de terre à tel endroit parce que justement nous sommes dans une zone dense, donc il faut faire un parking souterrain. Et l'otage est l'entreprise de BTP qui va transporter ce déchet et qui à ce jour ne va pas trouver d'issue dans ce territoire pour pouvoir l'entreposer, comme vous le dites à juste titre, alors que la loi même l'y oblige. En revanche, je serais d'avis à ce que la question soit posée au principal intéressé. Alors, Monsieur Tchégari, on met tout à l'océan comme on fait à la pointe du Cap Ferré pour protéger la terre. Non, je plaisante. Alors, je plaide coupable, mais je ne suis pas seul. Enfin, nous ne sommes pas les élus seuls responsables de cette situation. Un promoteur n'est jamais obligé de faire l'acquisition d'un bien qui est déjà un bien bâti et de devoir effectivement amener ces éléments de démolition à tel ou tel endroit. Maintenant, il faut reconnaître qu'on n'a pas été bon. Et vous avez raison de le dire. Les collectivités publiques, nous n'avons pas été au rendez-vous pour trouver effectivement une solution satisfaisante pour ces déchets. Pour lesquels nous n'avons pas prévu jusqu'à maintenant des lieux où ils pourraient être déposés. Ce qui a mis, bien sûr, les constructeurs, les promoteurs constructeurs dans des situations insupportables, à devoir évidemment gérer la situation, à commettre des irrégularités. Alors évidemment, on les a poursuivis, mais sauf qu'ils nous ont retourné l'argument en disant « vous êtes bien gentil, mais vous n'auriez pas à nous poursuivre si vous aviez effectivement réglé cette situation ». Moi, ça me fait penser à la situation aussi où nous sommes aussi en retard avec les gens de voyage. Vous me direz, c'est un autre sujet. Mais en réalité, nous sommes là aussi en retard. Et c'est un sujet de logement d'ailleurs aussi. On fera un débat si vous voulez, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais il n'empêche que là aussi, nous avons effectivement un problème pour trouver ces terrains. Et croyez bien que ce n'est pas si facile que ça de trouver un maire qui accepte de recevoir les déchets inertes. Tout le monde en veut, mais pas chez soi, je crois. Voilà. Alors, cela dit, nous sommes, pour répondre à la question, en train de faire un inventaire exhaustif de tous les lieux dans lesquels on estime, nous, communauté d'agglomération, que ces déchets inertes pourraient être déposés. Après, il va falloir faire un arbitrage et il se trouvera bien un maire qui va être d'accord pour les recevoir chez lui ou chez elle. On va faire un appel à candidature. Très bien, on se donne rendez-vous pour avoir la réponse et on va conclure. Frédéric Bébédé et M. Bourrus, je crois. Il y avait 2 prises de parole. Allez-y. Sur le coût et les surcoûts liés effectivement aux nouvelles technologies. Nous, on raisonne en coût global, à savoir, premièrement, on est dans une période d'innovation, de recherche, de développement où effectivement les surcoûts sont évidents. On peut estimer que la production se banalisant, les coûts vont diminuer. Mais même si les coûts sont répercutés sur nos accédants, en coût global, s'ils se déplacent moins, s'ils consomment moins, s'il n'a plus qu'une voiture au lieu de 2 voitures, ça changera la donne. Donc nous, on raisonne par rapport à notre communication et à notre commercialisation en coût global. Frédéric Gardbédeux, je pense que vous allez avoir le dernier mot. Est-ce que vous avez une solution pour faire disparaître de façon magique les déchets Alors une solution, moi tout seul non, parce que clairement dans la filière, si on veut évoluer, c'est ensemble, donc clairement tout seul, je n'aurais pas la solution. Mais je trouve que l'échange qui avait lieu tout à l'heure sur la question des déchets, c'est une belle illustration de ce que peut donner ce nouveau paradigme autour du carbone, parce que typiquement ces problématiques qu'on a sur les déchets inertes, sur les terres, etc., ben ça, parce qu'on a tendance à être un petit peu optimiste, nous, chez Novatec, mais on se dit, ça peut générer des filières. Et à partir de ces terres excavées, on peut créer de la brique de terre crue, par exemple. On peut construire des bâtiments. À partir des bétons, on peut aussi reconcasser ces bétons et recréer du béton. Donc voilà, je pense que c'est une illustration. Alors, ma solution est un peu conceptuelle et théorique, même si c'est des choses qu'on a déjà travaillées, nous, concrètement. Mais c'est une illustration de se dire que si on raisonne bas carbone, finalement, ces problématiques qu'on vit aujourd'hui peuvent aussi devenir des opportunités. Eh bien, on va garder cette note d'optimisme et d'espoir pour conclure cette table ronde. Merci à tous d'être venus ici dans les locaux de Sud-Ouest. Merci à Pierre d'avoir co-animé. On vous donne rendez-vous pour plein d'autres débats sur cette thématique, toujours sur les réseaux sociaux. À bientôt.